Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette deuxième partie du forum Covid-19, la riposte des nations africaines, organisé par Univers Sciences, l'IRD et l'Institut français. D'abord peu touché par la pandémie de Covid-19, le continent africain a subi cet hiver une deuxième vague plus violente, surtout dans les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, les chiffres ne sont pas précis, évidemment, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 108 000 Africains seraient décédés à cause de ce coronavirus et plus de 4 millions d'Africains seraient contaminés. Alors, ça peut sembler peu au regard du milliard et demi d'habitants que compte le continent. Nous allons en parler. Dans cette conférence, nous allons donc faire un état des lieux de la pandémie. Nous verrons avec nos différents intervenants les mesures sanitaires, économiques et sociales qui sont mises en œuvre. Quels sont les atouts aussi dont dispose le continent pour affronter cette pandémie? Nous allons découvrir comment les médecins et les chercheurs se mobilisent pour mieux connaître le virus et mettre au point des traitements. Vous pouvez suivre cette conférence en français ou en anglais, donc choisissez le bon canal. À la fin de nos échanges, aux alentours de 20 heures, je serai votre porte-parole. En fait, je poserai les questions que vous aurez déposées sur le chat à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la conférence à poser des questions et voilà, je les poserai à la fin. Alors, nos intervenants, justement, je vous les présente tout de suite. Ils sont nombreux et vous allez voir, c'est un vrai voyage à travers le continent africain que nous allons faire aujourd'hui. Donc, on commence par l'Afrique de l'Ouest avec Lucien Manga. Lucien Manga, vous êtes le représentant de l'OMS au Congo et vous êtes à Brazzaville. On va ensuite un petit peu plus au nord, en Guinée, avec Noël Tordo, qui est virologue, président de la Société française de virologie et qui dirige l'Institut Pasteur de Guinée. Noël Tordo, vous êtes donc à Conakry. Ensuite, on passe la frontière nord, direction le Sénégal, avec Koudia So. Koudia So, vous êtes médecin et socio-anthropologue au Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge de FAN à Dakar. Et on part à l'est pour retrouver Borna Niaoke au Kenya. Vous êtes médecin, chercheuse en maladies infectieuses, membre du bureau Afrique de l'initiative Médicaments contre les maladies négligées, que vous nous présenterez. Vous êtes à Nairobi et tout à l'heure, nous irons en Afrique du Sud quand Glenn Dagray, qui préside le Conseil sud-africain de la recherche médicale, nous rejoindra. Alors, je vous propose tout d'abord de faire un tour de table virtuel avec nos intervenants. Je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas. Est-ce normal? Voilà, je vois Lucien Manga qui apparaît. Très bien, merci à tous de mettre vos caméras, de les activer, c'est plus convivial. Donc, je vous propose de faire un premier tour de table virtuel, puisque voilà, c'est comme ça, hein, cette année. On serait mieux si on était tous ensemble, mais on va dire qu'on économise des émissions de gaz à effet de serre. Donc, un tour de table virtuel pour que vous fassiez chacun un petit peu un état des lieux de la situation actuelle de la pandémie dans votre pays. Évaluation des décès, évaluation des personnes contaminées. Est-ce que la deuxième vague est terminée? Est-ce que la troisième a commencé? Alors, on commence avec vous, Noël Tordo. Quelle est la situation en Guinée aujourd'hui? Il faudrait que vous activiez votre micro. C'est parti. Très bien. Oui. La situation est une situation claire de deuxième vague. En fait, en Guinée, nous avons eu la première vague qui a suivi la vague européenne. On a toujours été décalé, mais elle n'a pas eu un pic énorme, mais elle a été là. Elle a été plutôt étalée sur le temps. Comme en Europe, ça s'est calmé durant l'été. On n'a pas eu de vague réelle à l'automne, que vous avez connue par exemple à Paris. Et en revanche, là, depuis, on va dire, depuis la rentrée et surtout depuis février et mars, on a réellement une deuxième vague qui s'est mise en place ici. Lucien Manga, bonsoir. Quelle est la situation au Congo? Alors, bonjour à vous, bonjour à tous. Au Congo, nous pouvons dire que la pandémie a été jusque-là
à peu près contenue puisque le pays dénombre au 20 mars, hein, les dates de publication des derniers chiffres, on était encore à 9 600 cas déclarés, avec un nombre de décès de 135, un taux de létalité de 1,4. Et je dois dire que 92-93% de ces cas sont entre les deux villes de Brazzaville et Pointe-Noire, donc en réalité très peu de circulation du virus à l'intérieur du pays. Nous avons naturellement les fluctuations qui sont observées un peu partout, mais depuis le mois de février, on a une constance de déclaration d'environ une trentaine de cas par jour. Même si on sait que les chiffres sont plus ou moins fiables, hein. Bien entendu, évidemment, tout cela dépend du nombre de tests réalisés, de la surveillance, mais nous avons une évaluation relative, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en période de pic, nous pouvons aller jusqu'à une centaine de cas dénombrés par jour. Mais il faut aussi regarder d'autres paramètres, comme le nombre d'hospitalisations. En fait, cette semaine, on avait quoi dans tout le pays? 122 cas seulement hospitalisés, donc uniquement 2 en soins intensifs, ce qui peut donner une bonne indication, n'est-ce pas, de la situation de la pandémie dans le pays. Alors, on va rester un petit peu en Afrique de l'Ouest avec vous, Koudiasso. Donc, au Sénégal, quelle est la situation? Sénégal qui est un hub, hein, un hub aérien. Il y a beaucoup de personnes qui transitaient par Dakar. Du coup, ça a dû jouer, j'imagine, sur les contaminations. Oui, justement, je pense que la situation du Sénégal a été un peu plus difficile parce que dès le 1er mars, le 2 mars, les premiers cas de Covid ont été diagnostiqués. Nous avons connu 2 vagues. La première vague a commencé à partir du mois de mars et s'est terminée à peu près en octobre. Donc, cette première vague avec un pic moyen, mais lors de cette deuxième vague, et là, nous sommes à la fin de la deuxième vague, elle a été beaucoup plus importante et elle a été beaucoup plus meurtrière, avec un taux de mortalité beaucoup plus important. Et là, il y a eu en tout 38 000 cas qui ont été diagnostiqués pour 1051 décès. Et bien sûr, les chiffres sont légèrement, certainement sous-évalués. Donc, globalement, le Sénégal a été assez touché par cette épidémie de Covid. Et là, nous sommes à la fin de la seconde vague et on pourra reparler plus tard de tous les effets sanitaires et sociaux de cette épidémie en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. On va en parler tout à l'heure, en effet. On reste juste en Afrique de l'Ouest avant d'aller au Kenya. Noël Tordo, vous avez contacté d'autres instituts Pasteur. Est-ce que vous avez eu quelques échos? J'ai contacté, j'ai eu une réponse de la RCA, la République centrafricaine. Alors, ce n'est pas vraiment en Afrique de l'Ouest, je suis désolé, oui, en Afrique centrale. Mais en fait, la situation est relativement la même sur plusieurs plans et d'autres qui sont différents. Par exemple, il est clair que chez nous, à Conakry, et je pense que c'est la même chose à Dakar, au Sénégal, étant donné les connexions qu'il y a avec l'Europe, la maladie est arrivée clairement d'Europe. Et la première vague, c'était une vague européenne qui est devenue africaine. Ça s'est moins vu en début de pandémie l'année dernière en RCA. Et en fait, la maladie est venue essentiellement du Cameroun, à travers les voyages de camions qui venaient ravitailler la RCA. Et c'est là que les premières vagues sont arrivées un peu plus tardivement que celles que l'on avait vues ici à partir de mars-avril. C'est arrivé un peu plus tard. Donc, ça fait partie des différences des pays, mais sinon, les remarques sont à peu près les mêmes. Et donc, nous, en Guinée, on a pas mal diagnostiqué, enfin, à la mesure du pays. Il y a eu à peu près 350 000 tests qui ont été faits, dont 20 000 positifs. C'est la létalité qui, par rapport à ce que j'ai pu voir au Sénégal, est différente parce qu'il y a 120 morts recensés, même si on ne les compte pas tous, c'est vécu de manière moins pathogène qu'en Europe, par exemple, c'est clair. Alors justement, la République centrafricaine nous fait un pont vers l'Afrique de l'Est et on part au Kenya. Borna Nyoke, quelle est la situation au Kenya aujourd'hui?
Alors, s'agissant du Kenya, c'est assez intéressant. Le premier cas a été recensé le 12 mars 2020 et le 12 mars 2021, le ministère de la Santé a annoncé une troisième vague. Il y a eu beaucoup de restrictions lors de la première vague qui ont été mises en place et nombre de personnes ont respecté les règles, mais ensuite, ces restrictions ont été assouplies. D'octobre à décembre, il y a eu une augmentation rapide des cas avec une deuxième vague et en janvier, il y a eu une baisse, puis il y a eu de nouveau une augmentation jusqu'au mois de mars. Il y a un taux de positivité de 19%, ce qui montre en fait qu'il y a eu une augmentation. La mortalité a augmenté aussi avec les nouveaux variants. Donc, un confinement a été remis en place pour essayer de contenir la situation, en particulier dans la capitale où il y a eu une augmentation du nombre de cas. Donc, en fait, si je synthétise, on entend bien que la deuxième vague a été un peu partout plus violente et plus mortelle. Alors, on va voir maintenant quelle est la capacité de riposte des pays africains avec vous. Alors, Noël Tordo, au début, vous me disiez quand on préparait cette conférence qu'en Guinée, ce n'était pas facile d'avoir des tests au départ. Et puis, petit à petit, ça s'est organisé. Il y a eu plusieurs, je me rapproche parce que visiblement, on ne m'entend pas bien à la traduction. Donc, désolé, j'ai la tête dans l'écran. Mais clairement, ce qui s'est passé ici en Guinée, c'est qu'on a, quelque part, on a bénéficié d'Ebola. Hein. C'est curieux de le dire, mais suite à Ebola, a été mis en place, donc il y avait une riposte contre Ebola qui est devenue assez intelligemment en Guinée ce qu'on appelle l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui s'est occupée en fait de tout ce qui est virus et bactéries émergentes, les phénomènes émergents. Et donc, il y avait un petit peu d'organisation au moment où on a appris que la pandémie existait en Europe. Et en Guinée, on s'est préparé, on a fait des réunions entre les laboratoires, par exemple, avant que le premier cas apparaisse. Le premier cas est apparu en même temps qu'au Kenya à peu près. Je pense que ça doit être c'est le 15 mars, je pense, le premier cas, qui était un cas qui venait directement d'Europe. Mais il y avait eu cette préparation qui a fait discuter et échanger entre eux les différents laboratoires. Donc, il y a eu au départ quelques laboratoires, 3 laboratoires et puis un peu plus. Et donc, avec une organisation qui n'a pas été si mauvaise que ça. Ceci étant dit, on s'est vite retrouvé limité, comme vous le disiez, par le nombre de tests. Vous pouvez imaginer, il y avait une énorme tension en Europe. C'est là-bas que sont faits les tests. Il y avait donc une énorme tension, encore plus énorme, pour amener les tests jusque dans les pays africains. Et je pense que tous les pays autour de la table là se mettront d'accord avec moi en disant qu'il y a eu aussi pas mal d'aide qui a été envoyée par notamment les Chinois, par exemple, qui ont envoyé beaucoup de tests, beaucoup de cadeaux qui sont venus comme ça et qui ont permis justement à des moments où c'était très serré de pouvoir s'en sortir. C'est ça qu'il y a eu en Guinée. Est-ce que vous aviez des masques, du gel hydroalcoolique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est répandu dans la population ou c'est difficile? Alors, il y a la même difficulté qu'il y a eu pour avoir ce qu'on appelle les PPI, hein, les vêtements de protection, aussi bien pour les travailleurs qui allaient travailler dans les laboratoires ou qui allaient faire les prélèvements que pour la population, a mis un peu plus de temps pour venir. Les masques sont arrivés avec, on va dire, un mois de retard et puis portés souvent par la population de manière un petit peu originale. Hein. On porte le masque en barbichette hein, pour bien laisser le nez et la bouche libres. Mais bon, ça, c'est comme ça que ça se passe. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, pour parler des instituts Pasteur, tout au départ, en fait, un des instituts qui est un institut phare en matière de SARS, donc avant de parler de la Covid, du SARS-CoV-2, mais en matière de SARS, c'était l'Institut Pasteur de Hong Kong, hein, puisqu'ils avaient eu le SARS. Et grâce à ça, on a réussi à avoir en Guinée des premières amorces et des premières sondes pour faire de la PCR, hein, pour diagnostiquer le premier cas. Et le premier cas, c'est assez intéressant, a été diagnostiqué par l'Institut national local, hein, l'INSP, l'Institut national de santé publique, grâce à des amorces et des primers, des amorces et des sondes qu'on avait réussi à rapatrier de l'Institut Pasteur de Hong Kong
Les Allemands avaient donné des témoins positifs. Voilà, il y a eu quand même une collaboration internationale pour essayer d'aider cette situation, qui était une situation pas très facile. On ne savait pas diagnostiquer la Covid lorsque la Covid est arrivée ici. Lucien Manga, vous disiez qu'au Congo, la pandémie avait été bien maîtrisée, alors même si vous disiez que la deuxième vague était plus violente. Comment est-ce que le gouvernement a essayé de maîtriser cette pandémie et de quels moyens disposez-vous même aujourd'hui pour ouvrir votre micro? Ah oui, il va toujours falloir qu'on y pense. Alors, merci beaucoup. J'ai parlé de contenu. Maîtriser me semble un tout petit peu fort, mais je pense qu'on peut raisonnablement dire que, voilà, vu la situation, et en regardant la situation dans les autres pays, ne serait-ce qu'en Afrique centrale, le Congo est quand même dans une situation un peu meilleure. Alors, j'ai toujours pensé que, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, le gouvernement du Congo a eu une gestion intelligente de la pandémie. Une gestion intelligente et flexible. Parce que le premier cas ayant été déclaré le 14 mars, chaque fois, il y a eu une réaction du gouvernement. D'abord, en termes de transparence. Cela n'a pas été évident dans plusieurs pays. Comme ça, quand on a diagnostiqué le premier cas, que les autorités annoncent faites par le Premier ministre en personne du premier cas, et tous les autres cas qui ont été suivis ont fait l'objet d'un communiqué du gouvernement pour, n'est-ce pas, informer la population sur la gravité de la situation et la préparer éventuellement à ce qui allait arriver, qui allait être complètement difficile. Alors ça, c'est sur le plan de la transparence. Sur le plan des mesures, le Congo est un de ces pays qui a très rapidement mis en place l'ensemble des mesures, aussi difficiles les unes que les autres, mais en même temps. Ça, il fallait quand même le faire. J'ai encore devant moi la déclaration du président de la République lors de l'adresse à la nation le 28 mars, c'est-à-dire 2 semaines après, où on a tout mis en place. Tout mis en place le même jour, fermeture des écoles déjà qui étaient valables, des lieux de culte, fermeture des marchés, confinement total, port du masque, toute cette batterie de mesures. Cela a permis couvre-feu et tout ce que vous voulez. Cela a quand même permis d'agir très rapidement sur la propagation de la maladie. Et ce n'est pas un hasard si cette propagation a été contenue. Et au jour où je vous parle, ces mesures sont encore en place. La plupart de ces mesures sont en place. Au Congo, nous sommes toujours dans le couvre-feu, c'est-à-dire les jours de semaine, c'est jusqu'à de 5h à 23h, et les week-ends, c'est de 5h à 20h. Avec les lieux de culte qui sont limités. Enfin, il y a encore un ensemble de mesures qui sont les jours de marché, qui ne sont plus tous les 7 jours de la semaine, mais qui sont limités. Il y a le port du masque, on essaie de faire en sorte que la population continue de le mettre. Donc, je pense que l'ensemble de ces mesures et surtout les efforts qui ont été faits pour les maintenir longuement en place ont contribué largement à contenir la pandémie. Je pense que c'est un exemple qu'on peut analyser encore davantage en profondeur, mais il me semble que avoir frappé un bon coup de poing au départ a permis de maintenir par la suite l'évolution de la maladie à des niveaux acceptables. Et puis, je dois terminer pour dire que ça, c'est un point très important. Il y a toutes les 3 semaines aujourd'hui, il y a la coordination nationale présidée par le chef de l'État en personne qui se réunit toutes les 3 semaines, qui fait l'objet d'une évaluation, d'un rapport du groupe d'experts et qui réadapte les mesures. Des fois, ça a été trop dur, on a relâché, et quand ça repart, on remet toutes les mesures en place. Ça permet quand même comme ça de maintenir cette pandémie à un niveau qui est entre guillemets acceptable. Borna Niaoké, comment est-ce que vous décririez la situation au Kenya par rapport à ce qui a été décrit en Guinée et au Congo? Il
y a le temps de la traduction. Ah, j'ai l'impression qu'elle est figée. C'est l'image ou… Alors, attendez, je vais passer sur Koudiasso. Koudiasso, vous êtes socio-anthropologue. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il a fallu au début, au Sénégal, mais je pense que, enfin, on verra ce que disent les autres intervenants, mais je pense qu'il a fallu au début crédibiliser quelque part l'épidémie, c'est-à-dire expliquer en quoi elle était vraiment dangereuse pour les populations africaines, que ce n'était pas qu'une maladie d'occidentaux. Vous l'avez constaté, ça? Oui, je pense qu'au début, les populations étaient sceptiques parce que d'abord, il n'y avait pas ce vécu de la maladie, il y avait une information, il y avait quelques cas et les gens en avaient une vision très superficielle à travers les médias. Et petit à petit, en fait, ça, c'était vraiment lors de la première vague. Mais ils ont vu aussi ce qui se passait dans le monde, parce qu'on est maintenant dans un village planétaire. Ils ont vu ce qui se passait en Chine, ils ont vu ce qui se passait en Occident. Et très rapidement, dès le début, comme dans les autres pays, il y a eu cette phase de mesures maximalistes qui ont été mises en place avec un engagement politique très fort, les mesures sécuritaires, sanitaires, mais également sociales. Parce que lorsque le confinement a été décidé pendant la première vague, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles, il y a eu aussi un effort du gouvernement de mettre en place des mesures d'accompagnement social, c'est-à-dire et qui ont permis à un certain nombre de populations qui étaient impactées, notamment des personnes qui ont dû quitter leur lieu de travail pour retourner dans leur village, ou des personnes qui ne pouvaient plus travailler parce qu'elles étaient dans les marchés. Et donc, il y a eu un accompagnement social où des personnes ont pu avoir des kits alimentaires, un remboursement des factures d'électricité aux populations les plus pauvres. Donc, toutes ces mesures-là ont été faites au début comme mesures maximalistes. Mais c'est clair qu'au bout d'un certain nombre de semaines, les effets sociaux de ces mesures, notamment socio-économiques, ont commencé à peser lourd dans la balance, notamment pour les familles. Donc, vous savez, on est dans un pays où près de 80% de la population tire ses ressources de niveau informel. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des contestations qui se sont mises en place et le gouvernement a fait évoluer sa réponse en fonction de tous ces critères sociaux et les contestations ont amené à un relâchement des mesures qui ont coïncidé à peu près avec la fin de la première vague. Hein. Ça, c'était un peu… Donc, voilà. Donc, tout ce processus d'évolution et d'incertitude aussi, et qui a un peu changé lors de la deuxième vague, parce que lors de la deuxième vague étant beaucoup plus mortelle, étant beaucoup plus visible et ayant touché beaucoup plus de gens, là, la question de la visibilité et de la crédibilité et de l'adhésion des populations à la réalité de l'existence de la pandémie a été moins importante parce que les gens ont compris quand même qu'il se passait, notamment lorsqu'il y a eu des personnalités qui sont décédées de Covid, mais il y a eu un certain vécu du Covid dans le C et qui a renforcé donc l'adhésion à l'existence de cette maladie. Après, il y a eu tout le débat, alors je ne sais pas comment ça a été vécu dans vos pays autour du professeur Raoult, autour de la chloroquine, bon, ça a eu des conséquences, ça a eu un écho en Afrique assez compliqué à gérer dans certains pays. Comment ça s'est passé, Noël Tordo, en Guinée? Ça a eu des conséquences, ce débat? Il y a eu un grand débat qui a été organisé au sein de la communauté et aussi au sein de la communauté expatriée d'ailleurs, hein, parce que ça discutait beaucoup de la même manière que ça discutait en France. Hein. Et très rapidement ici, donc pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, pour compléter effectivement, hein, je voudrais dire qu'en Guinée, les mêmes mesures ont été prises dès le départ. Hein, les interdictions de lieux de culte, toutes les fermetures, l'interdiction d'être dans des groupes. Il y a un conseil scientifique qui a été créé, l'ANSS se rencontre 2 fois par semaine facilement, donc tout ça a été fait. Et la Guinée a encore ses frontières fermées, hein, vis-à-vis du Sénégal, me semble-t-il, vis-à-vis encore du Mali, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas.
et c'est ouvert au niveau de la Sierra Leone et je ne sais pas au niveau du Libéria. Donc, il y a aussi eu des mesures très, très carrées. Après, par rapport à ce que vous disiez, une des mesures qui a été prise, c'est de réquisitionner un nouvel hôpital qui était en réfection, qui est en fait l'ancien hôpital, l'hôpital Donka, mais qui était en train d'être rénové par la BID, je pense, la Banque islamique de développement, entre autres. Et donc cet hôpital, alors qu'il n'était pas encore fini, a été en fait mis en place par Alima, hein, une ONG, qui a mis en place ici un hôpital qui a permis de recevoir les malades et donc de faire un des premiers centres un petit peu plus sophistiqués d'urgence qu'il y avait en Guinée et qui a eu à une époque jusqu'à 500 malades. Le traitement qui était systématiquement donné dans cet hôpital-là et dans les autres hôpitaux, ensuite il y en a eu d'autres qui ont été un peu à côté à Conakry, dans des structures plus petites, il y avait toujours de l'hydroxychloroquine et c'est resté, alors sauf jusqu'à rupture. On donnait de l'azithromycine et on donnait des vitamines, genre vitamine C, voilà, ce qu'on donnait aux patients. Beaucoup de ces patients-là, au départ, d'ailleurs, étaient des patients qui étaient asymptomatiques. J'en ai connu pas mal qui me téléphonaient en me demandant qu'on envoie des résultats négatifs, puisque nous, à l'Institut Pasteur, on faisait le diagnostic pour montrer la négativation des gens, parce qu'ils avaient des effets secondaires qui étaient des effets secondaires plus d'ordre psychologique, de devoir rester à l'hôpital que d'ordre physique réel lié à la Covid. Mais voilà, juste pour dire que l'hydroxychloroquine a fait débat et elle a été utilisée ici. Raoult ici avait plutôt bonne presse parce qu'il y a un certain nombre de Guinéens aussi qui ont fait leurs études. Vous savez, il y a des histoires de chapelles ou de groupes, c'est normal, hein, et donc il avait plutôt bonne presse. Ce n'est pas toujours le cas en France, hein, je m'occupe de la Société française de virologie, c'est plus mesuré, mais ici il avait plutôt bonne presse et donc l'hydroxychloroquine a été présente depuis le départ, ainsi que l'azithromycine aussi. Voilà. Et Lucien Manga, est-ce que ça a eu un impact au Congo, ce débat? Bon, naturellement, tout au début de la pandémie, il faut préciser que il fallait faire feu de tout bois parfois. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où on connaissait très peu la maladie, on a découvert même les signes cliniques progressivement, dont il était extrêmement difficile de pouvoir prescrire des schémas thérapeutiques figés. Bien entendu, on a introduit rapidement l'hydroxychloroquine dans les traitements, mais ces recommandations ont évolué. Ici, au Congo, il y a ce qu'on appelle la coordination technique qui est divisée en plusieurs groupes de travail, groupes de coordination, dont l'un s'occupe de la prise en charge des cas. Et ce sont ces professionnels de la prise en charge qui évaluent régulièrement. Bien évidemment, lorsque le débat s'est animé autour de l'efficacité ou non, il y a eu effectivement au moment où on a essayé de faire sans l'hydroxychloroquine, mais aujourd'hui, je pense qu'elle n'est plus systématiquement administrée d'après les schémas qui sont proposés. Mais il faut aussi dire que, voilà, ce qu'il y a d'intéressant d'observer, c'est que la gestion de la prise en charge de cas a été extrêmement centralisée au niveau du secteur public au départ, aussi bien pour la réalisation des tests que pour la prise en charge. Et progressivement, un peu plus tard d'ailleurs, le secteur privé, dont les cliniques ont commencé à s'investir. De toutes les façons, ils recevaient ces cas, parfois sans savoir ou en découvrant très tard que c'était des cas de Covid positifs. Et chacun y est un peu allé de sa petite sauce. Mais cela a ensuite été souvent l'objet de discussions au sein de ces commissions pour proposer les mesures les plus appropriées. Voilà. Alors, je vois que Borna Niaoki nous a rejoint à nouveau. C'est tant mieux. Je rappelle que vous êtes membre du bureau Afrique de l'initiative Médicaments contre les maladies négligées, qui a créé une coalition, qui fait partie d'une coalition pour accélérer justement la recherche, pour aider le continent à trouver des solutions locales à la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette
Thank you. I hope I don't drop. Merci, j'espère que je ne vais pas à nouveau disparaître. Nous l'espérons aussi. Alors oui, en effet, je travaille pour l'initiative Médicaments contre les maladies négligées. Son siège est à Genève, mais il y a des bureaux partout dans le monde, et notamment à Nairobi, au Kenya. Donc, cette initiative Médicaments contre les maladies négligées concerne les maladies tropicales négligées. Nous avons créé un système collaboratif immense entre les différents pays. Nous menons des essais cliniques, entre autres, notamment pour la maladie du sommeil. Et je vous le disais, nous avons des bureaux dans différents pays, des partenaires comme des institutions académiques ou de santé dans différents pays. Je crois que cela fait 13 ans que nous travaillons au sein de cette initiative. Nous avons vu donc la pandémie Covid arriver et nous nous sommes posé la question des essais cliniques. Certains ont été affectés. Les personnes avec qui nous travaillons dans les différents pays ont été touchées également, que ce soit par les restrictions, les confinements ou même par la Covid. Alors, nous nous sommes demandé comment nous pouvions contribuer, comment nous pouvions aider. Et en fait, qu'est-ce que nous pouvions faire à ce moment-là, puisque bien sûr, il fallait repenser ce que nous faisions. Donc, la coalition de recherche est une coalition de plus de 198 institutions dans plus de 60 pays, partout dans le monde, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique. Et nous avons donc établi des groupes de travail sur les questions éthiques ou de réglementation, des groupes techniques sur la gestion des essais cliniques. Et en fait, nous voulions défendre, si vous voulez, l'idée que la recherche, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, faisait partie des solutions à apporter à la COVID-19. Et nous avons lancé un essai clinique anti-CoV. C'est un projet qui consiste en une plateforme comparative. L'idée est de tester des traitements pour les formes modérées et faibles de la COVID-19. Des patients sont suivis dans 13 pays africains sur 19 sites différents. Pourquoi avons-nous commencé ce test en Afrique à ce moment-là? Eh bien, nous avions constaté qu'il y avait un certain nombre d'essais cliniques déjà en cours en Chine, en Europe, mais nous avons constaté que les vaccins qui seraient trouvés devraient être applicables à tout le monde et nous voulions faire en sorte que les vaccins puissent être acceptés. Nous voulions que ceux-ci puissent être utilisés chez nous parce que nous avons aussi une certaine diversité génétique, une des plus riches au monde. Et c'est pour cette raison que nous voulions donner de l'élan à la recherche chez nous pour trouver des traitements à la COVID, pour avancer aussi conjointement en plus des mesures préventives, si vous voulez. Alors, quel genre de traitements, par exemple, sont expérimentés en ce moment? Alors, nous avons commencé l'année dernière, au moment du lancement en RDC, et nous avons examiné l'hydroxychloroquine. Il y a eu d'autres essais en parallèle dans le monde et nous avons suivi la recommandation de l'OMS qui était contre ce traitement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui est en fait qui s'adapte. Et en fait, la conception du projet nous permet d'ajouter des traitements ou d'en retirer en fonction de ce que nous constatons au fur et à mesure et en fonction des résultats que nous obtenons d'autres études. Au mois de décembre dernier, nous avons décidé d'examiner d'autres traitements antirétroviraux ou antiparasitaires. Et vous avez des résultats déjà ou c'est trop tôt? It's quite soon, considering that c'est encore un peu tôt,
car nous venons de commencer avec les nouveaux traitements, mais l'essai dont je vous parle doit être assez rapide parce qu'en fait, il s'agit de traitements, si vous voulez, que nous réutilisons, des traitements qui existent déjà pour d'autres maladies. Et donc, nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous aurons des résultats et nous espérons que cela permettrait d'aider un certain nombre d'États africains et que cela permettra notamment de gérer les infections modérées ou faibles de la COVID-19. Alors, le 19 mars 2020, 20 jours exactement après la confirmation du premier cas de Covid-19 en Afrique subsaharienne, le directeur de l'OMS déclarait que l'Afrique devait s'attendre au pire. Et cette assertion se basait sur le constat que l'état des systèmes de santé des pays africains ne permettrait pas de répondre efficacement à la pandémie. Finalement, on peut le dire, je pense aujourd'hui, le pire n'est pas advenu. Alors, quels sont les atouts dont dispose le continent africain pour affronter cette épidémie? J'aimerais qu'on en parle maintenant. Est-ce que c'est sa jeunesse? Est-ce que c'est son expérience des épidémies affrontées dans le passé, comme le VIH, SIDA et Ebola? Noël Tordo, comment est-ce que vous percevez cette résilience, même si on a compris qu'évidemment, il y avait des cas et malheureusement des décès, mais par rapport à d'autres parties du monde, il y a quand même une certaine résilience africaine. Oui, donc on va dire que, je répète, hein, on n'a pas fatalement compté tous les décès ici, hein, parce que en Guinée, par exemple, ce n'est pas la totalité du pays. Ceci étant dit, il y en a moins qu'ailleurs. Alors, je pense qu'on a déjà beaucoup spéculé sur les raisons, hein. Les raisons, c'est que oui, la population africaine, au moins en Guinée, mais c'est un peu pareil partout, est beaucoup plus jeune qu'en Europe, hein, c'est clair. Donc, on sait très bien que plus on est âgé, plus on est à risque. Il y a aussi qui a été avancé, qui est probablement une possibilité, des gens qui sont stimulés relativement régulièrement face à certaines pathologies, maladies ou infections, qui sont beaucoup plus importantes en Afrique qu'en Europe. Et vous savez que quand on résiste à une infection, on met en place un système immunitaire qui a plusieurs étapes. Et les premières étapes sont des étapes un peu aspécifiques, une immunité innée, qui fait que les gens sont éventuellement plus alertés par rapport à ce qui peut venir. Ça peut être une deuxième explication. Le fait que des virus similaires pourraient déjà avoir circulé dans la population, créant une immunité qui couvrirait plus ou moins, sans être totalement la même, la Covid. Donc ça, c'est toutes les explications qui peuvent expliquer que ça s'est mieux passé en Afrique qu'en Europe. On n'a pas tout à fait le même climat non plus, même s'il y a des régions de l'Afrique qui ont été plus touchées. Mais quand on regarde lesquelles régions d'Afrique c'est les régions qui sont aux deux pôles de l'Afrique, donc qui sont moins proches de l'Afrique centrale, où à part la période des pluies, les saisons sont beaucoup moins marquées en matière de température. Les virus n'aiment pas beaucoup l'UV, par exemple, hein, et le soleil ici est très présent. Donc voilà, il y a plein on pourrait avancer beaucoup d'explications à ça. En parlant des traitements, pour revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit, en parlant des traitements, ici en Guinée aussi, un certain nombre de traitements ont été essayés avec plus ou moins de bonheur et menés plus ou moins jusqu'au bout. Un traitement avec l'interféron, par exemple, hein. Donc, quand je parlais d'immunité innée, une des molécules de l'immunité innée, c'est l'interféron, qui a été ramené par les Cubains. Les Cubains sont des producteurs d'interféron à Cuba et qui ont testé. Alors, les résultats n'ont pas été publiés, mais il y a eu des essais cliniques comme ça qui ont été faits. Il y a même eu des plantes médicinales locales qui ont été testées avec un succès que pour l'instant, je n'ai pas vu en matière de chiffres. Donc voilà, ça a quand même ouvert beaucoup de possibilités. Quant à la résilience de l'Afrique, eh ben, on ne va pas se plaindre. On peut dire que pour une fois, l'Afrique a eu de la chance par rapport à ce qui lui arrive généralement. Et je pense, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'elle s'en est peut-être réaperçue dans le mauvais sens du terme au moment où il a fallu que les vaccins arrivent. Et ça, on s'est aperçu que moins malades, eh bien, moins de vaccins. Et que les vaccins allaient plutôt prioritairement dans les pays du Nord. On va attendre l'arrivée de Glenda Gray d'Afrique du Sud pour parler des vaccins.
Restons un petit peu, Lucien Manga, sur cette résilience de l'Afrique. Comment est-ce que vous la comprenez? Bien, en dehors de ce que Noël vient de dire, et pour lequel je suis tout à fait d'accord, je pense que, on prendra du temps effectivement pour comprendre les raisons de cette résilience extrêmement affirmée du continent africain de façon générale, même si nous notons quand même une extraordinaire variabilité dans la situation des pays, notamment du côté de la Pointe Sud et du côté de la Méditerranée. Mais ce qu'il faut se dire, que je peux rajouter, c'est que, l'épidémie est quand même arrivée un peu plus tardivement en Afrique, ce qui a permis une anticipation sur la sensibilisation, sur la prise de conscience, sur une préparation légèrement plus anticipée des pays africains. Deuxièmement, je pense que les gouvernements africains ont été sérieux. Cela ne doit pas être sous-estimé. La plupart des gouvernements africains ont été sérieux, non seulement dans leur prise de conscience, mais également dans la mise en place de mesures extrêmement courageuses dans des contextes socio-économiques très difficiles. Et cela n'a été possible que parce qu'il y a eu une plus grande discipline des populations africaines et une adhésion volontaire ou moins volontaire aux mesures gouvernementales. On ne peut pas nier que cela ait eu un impact également important sur l'évolution de la pandémie. Et enfin, il y a quand même un certain nombre de ressources endogènes. Je veux parler de tout ce qui est... J'ai un peu circulé dans quelques pays africains d'Afrique centrale ces derniers jours, mais les gens prennent toutes sortes de choses. Est-ce que cela a un impact ou pas? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que... Donc, il y a finalement une combinaison de facteurs qui ont préservé l'Afrique du pire. Et fort heureusement, parce que si on devait arriver à une situation sanitaire que d'autres parties du monde ont connue, effectivement, cette assertion du directeur général de l'OMS aurait été vérifiée. Borna Niaoké, sur cette résilience africaine, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Yes, Oui. definitely quite a lot of theories have come. En effet, beaucoup de théories ont été évoquées, comme vous l'avez dit. En effet, on s'est dit, voilà, que va-t-il se passer en Afrique étant donné ce qui se passe en Europe et aux États-Unis? On doutait de nos structures, de notre manière de gérer la situation et notamment les cas les plus graves. Et je pense que nos essais cliniques sont intéressants car, comme je vous le disais, notre plateforme permet d'étudier différents traitements, différents médicaments. Il y a des études d'épidémiologie et nous examinons notamment les réactions des anticorps. Et nous tâchons de voir s'il y a des facteurs épidémiologiques qui ont affecté la circulation du virus. Je pense que cela nous permettra de répondre à beaucoup de questions, car je crois que pour l'instant, nous avons toujours plus de questions que de réponses. Et nous trouvons des réponses au fur et à mesure, certes, mais tout reste très théorique et je crois que la situation évolue rapidement au fur et à mesure que nous avons plus d'informations. Je crois que nous avons vraiment besoin de données sociodémographiques, des données qui découleront de nos études pour pouvoir vraiment trouver les réponses adéquates. Koudia Soro, comment est-ce que vous voyez, vous, cette résilience, le fait qu'on annonçait que ça allait être terrible pour l'Afrique, et puis finalement, bon, même si le Sénégal a été particulièrement affecté, mais ce n'est pas non plus aussi dramatique que, comme on le disait, aux États-Unis ou en Europe? Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu un mouvement de résilience très fort parce que d'une part, les populations africaines sont peut-être plus habituées aux situations de catastrophes sanitaires globalement, hein, et elles sont plus à l'écoute de cette situation-là et leur santé est constamment menacée par différents types de menaces et qui font qu'il y a une plus grande vigilance. En tout cas, pour le Sénégal, il y a eu une véritable dynamique de réponse
et des efforts conjugués de l'État pour les populations. On n'a pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais vous savez que hier, par exemple, le professeur Didier Raoult a été reçu par le président sénégalais. Il a même été décoré par le président sénégalais. Donc, ceci, je pense qu'il faut le voir dans un contexte où c'était une incertitude scientifique et les professionnels de santé, comme les autres, n'avaient que ce traitement-là au début. Donc, il y a eu une espèce les gens se sont raccrochés à ça, mais bien sûr, là, même si l'hydroxychloroquine a également fait débat ici, même si elle a été donnée au début, très rapidement, d'abord, il y a eu des restrictions au dépistage qui a de plus en plus concerné que les personnes qui avaient des comorbidités, qui ont fait que finalement, on s'est retrouvé aussi dans les mêmes problématiques qu'il fallait de l'oxygène pour les personnes avec des complications, il fallait mettre en place des lits de réanimation, et tout ceci a quand même obligé l'État à regarder de plus près la situation des hôpitaux. Ah, je crois qu'on vous a perdu. À mettre en place un programme d'urgence voilà, l'État a été obligé, par rapport à cette situation, de mettre en place un système de renforcement du système de santé. Et ça, c'est important. Donc, la COVID a aussi été un accélérateur ou de prise de conscience à partir de ça. Donc, vous savez que la proportion du budget de la santé dans les budgets globalement de l'Afrique est assez faible, et notamment dans la plupart des pays. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience, et en urgence, il y a eu un certain nombre de ressources qui ont été mises à la disposition du système de santé, mais aussi l'attention a été portée à la fois sur les professionnels de santé, mais également sur les conditions. Et je pense que tout ceci va favoriser cette résilience d'un système qui aujourd'hui est confronté de plus en plus à la charge des maladies non transmissibles, notamment toutes les affections cardiovasculaires, les cancers et tout ça qui sont en train d'arriver et qui obligent aussi la mutation des systèmes de santé. Donc, je pense que tout ceci va contribuer à faire évoluer les réponses du système. Noël Tordo, est-ce que l'expérience des épidémies passées aussi, comme le VIH-Sida ou Ebola, a contribué et contribue encore à une forme de capacité d'adaptation à cette pandémie? C'est clair, je crois que l'épidémie de VIH-Sida a servi, a été la plus... Ah, excusez-moi, c'était pas pour moi. Non, mais allez-y, Noël Tordo répondra après, alors allez-y, je vous en prie. D'accord, excusez-moi. Donc, en tout cas, je pense effectivement que l'épidémie de VIH-Sida a été, je dirais, la première grande pandémie, et là, spécifiquement, qui a touché beaucoup l'Afrique et qui a obligé l'Afrique à mettre en place un certain nombre de dispositifs, notamment les dispositifs communautaires et aussi les dispositifs de santé, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la prise en charge par les ARV dans un pays comme le Sénégal, quand vous allez dans toutes les régions, vous allez trouver des antirétroviraux, des dispositifs, etc. Par contre, si le principe de la mobilisation communautaire a bien été pris, en tout cas pour le Sénégal, je ne suis pas certaine que toute l'expertise des acteurs VIH a été mobilisée au service. Et il faut savoir que derrière l'expertise et la dynamique communautaire au niveau du VIH, il y a un certain nombre de principes, celui de l'autonomie, celui d'un leadership assez important des communautés qui, à mon sens, n'a pas été vraiment utilisé au maximum de ses capacités. Ici, ce qu'on a vu surtout, c'est l'État, le grand État, le système de santé qui a pris le leadership. Ah, vous avez coupé votre micro. Je pense que je dois laisser la parole aux autres aussi. Oui, Noël Tordo, je voulais vous entendre un peu sur cette expérience des épidémies passées, parce que vous avez été un acteur clé pour Ebola notamment. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs points intéressants qui ont été dits.
En fait, ce qui a été mis en place au cours de l'Ebola, le grand Ebola, je dirais, 2013-2016, c'est justement une structuration, une organisation un petit peu en Guinée, notamment au niveau des agents communautaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au cours d'Ebola, il y avait eu quand même des problèmes, notamment de MSF, qui avaient été agressés par les communautés, d'agents MSF qui avaient été agressés par les communautés, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de préparation, il y avait une disconnexion entre les gens qui venaient sauver et ceux qui étaient sur le terrain. Donc cette amélioration-là, la Covid a pu en bénéficier. Il y a un tissu qui avait été créé et des structures qui avaient été créées. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière Ebola 2013-2016, au lieu d'arrêter la cellule de riposte contre Ebola, intelligemment, le gouvernement guinéen a agrandi ça à l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui s'occupe de plusieurs choses. Et donc, au moment où est arrivée la Covid, il restait des réflexes qui ont été mis en place. Et ces réflexes-là, je vais parler du deuxième Ebola. Vous savez qu'on a un deuxième Ebola là, qui est arrivé, qui est parti le jour de la Saint-Valentin pour faire bonne figure, le 14 février, et qui en fait est en train d'être contrôlé parce que très rapidement, même si toutes les équipes sont fatiguées, en fait, cet Ebola-là est resté restreint dans l'endroit où il est né, c'est-à-dire la Guinée forestière, avec beaucoup de surveillance, beaucoup de recherche de contacts, des vaccinations. On a utilisé le vaccin qui avait été mis au point au cours du premier Ebola pour le second. Et ça fait que maintenant, eh bien, on est rentré juste dans les 40 jours qui sont nécessaires de respecter par l'OMS avant d'arriver à la déclaration de la fin d'une épidémie. Donc voilà, progressivement, on apprend et on tire de l'avantage des choses. Il ne faut pas oublier deux choses clés aussi, c'est, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, mais c'est la structuration. Il faut mettre des structures en place. Le gros problème, c'est à la fois d'avoir des agents qui sachent faire fonctionner, qui acquièrent la compétence et qui font tourner les machines suffisamment longtemps pour garder cette compétence au moment où le loup arrive, quelque part, vous voyez, c'est important. Donc cette maintenance de compétences, ce capacity building, mais qui doit être maintenu sur le long terme. Et puis les machines, parce qu'on a quand même des machines de détection qui sont arrivées, on va dire, manu largo au moment d'Ebola, parce qu'au moment d'Ebola, vous savez, le monde entier s'occupait de l'Afrique. Maintenant, le monde entier s'occupe de lui-même et un peu de l'Afrique. Mais à l'époque, il s'occupait exclusivement de l'Afrique et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et derrière ça, pour revenir à ce qui était dit au départ, le Big Three, dont HIV, a fait qu'il y a eu une maintenance, et ça a été dit par les deux précédentes oratrices, il y a eu une maintenance en fait de la surveillance du VIH qui a donné, par exemple, à travers un certain nombre de techniques, de GeneXpert, de PCR, etc., des plateformes PCR, et qui ont fait que les gens avaient maintenu une certaine compétence au moment où est arrivée la Covid. Même si la Covid était différente, il suffisait d'adapter les amorces, etc., et on arrivait à prendre en charge. Donc voilà, il y a deux choses qui sont importantes. Parler avec les gens, et Madame l'anthropologue ne va pas être contre moi, aller parler avec les communautés et s'appuyer sur les communautés, et pour ce qui est de l'expertise, la maintenir. Et la maintenir éventuellement avec d'autres choses, le VIH pouvant être un exemple. Alors, deux interlocuteurs nous ont rejoints, soyez les bienvenus. Donc, nous avons avec nous Glenda Gray, bonsoir, qui préside le Conseil sud-africain de la recherche médicale. Ça va être l'occasion de faire un point sur l'Afrique du Sud. Et Nikes Dambi aussi nous a rejoints. Est-ce que vous pouvez brancher votre caméra, Monsieur Dambi, pour que l'on vous voit? Ah, oui, non. Si, vous voilà, formidable. Donc, vous êtes virologue, conseiller scientifique principal pour les centres africains de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Vous êtes à Addis Abeba, en Éthiopie. Alors, on a démarré, et du coup, j'aimerais demander à Glenda Gray et Nikes Dembi de rejoindre un petit peu notre conversation. On a démarré par un état des lieux dans chacun des pays ou dans chacune des zones. Nikes Dembi, comme vous avez une vision, la vision de l'Union africaine, j'ai envie de dire une vision panafricaine.
Là, on a avec nous des gens du Congo, des gens du Kenya, des gens du Sénégal, des gens de Guinée. Donc, ce sont un peu les 4 pays dont nous avons parlé jusque-là. Mais dans le reste de l'Afrique, comment se passe la pandémie? On a parlé un peu du fait qu'il y avait une certaine résilience africaine, contrairement à ce qui avait été craint au départ. Aujourd'hui, vous, quel panorama vous dresseriez de la pandémie à l'échelle du continent? Allô, vous voulez que je réponde en français ou en anglais, que je sache? C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Par contre, c'est mieux si vous gardez votre caméra ouverte. Là, j'ai des problèmes de bande là, mais je peux le faire, mais je veux juste être sûr que vous pouvez m'écouter. Mais essayez. Si jamais on vous entend mal, je vous le dirai et puis on gardera que le son. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra? Voilà, Super. formidable. Voilà. Oui. Oui, donc je disais, est-ce que vous pouvez nous faire un tableau de la situation à l'échelle du continent aujourd'hui, au jour où on parle, 31 mars, quelle est la situation? Sur le plan épidémiologique, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Une minute. Est-ce que vous pouvez me permettre de présenter quelques diapos par rapport à cela? Ça pourrait remettre le débat dans le contexte. Oui, alors il faut qu'on vous permette de partager l'écran. Voilà, s'il vous Aux plaît. organisateurs. Et après, vous faites Alt-S et ça permet de partager l'écran. Super. Non, je n'ai pas toujours Bon, si c'est accès. possible, sinon c'est pas grave, on ne va pas perdre trop de temps, mais c'est vrai que ça peut parfois être pratique. Vous y arrivez ou pas? Pas toujours. Post Disable Participant Screen Sharing. I think cela donnerait vraiment un aperçu beaucoup plus exact de ce que je voudrais présenter pour les 5 régions d'Afrique. C'est très important. De la part de l'organisation de donner Voilà. le... Apparemment, ça bon. marche. Après, si vous êtes plus à l'aise en anglais, il y a une traduction qui est possible, donc c'est vous qui choisissez. Donc, je vais... Ouais, vous avez... Absolument, ça apparaît là, oui, très bien. Super. Donc, c'est beaucoup plus aisant de le présenter en image. Là, on a une capture vraiment de ce qui se passe sur le plan continental. Bon, bref, ce que vous voyez à votre gauche, c'est une carte d'Afrique avec des cas de COVID-19, des nouveaux cas répertoriés. Et également, là, c'est suffisamment clair qu'on a un seul pays, l'Afrique du Sud, avec plus de 500 000 cas. On a répertorié plus de 4 000 cas jusqu'à nos jours, avec un taux de létalité de 2,5% et des taux de décès au-dessus de 100 000 cas. Et en fait, c'est ce qu'on a pour jusqu'à 18 heures hier. Bon, voilà ce qu'on voit. Ce que vous voyez à votre gauche représente des variations des nouveaux cas du 1er mars au 28 mars. Et ce que vous avez à votre extrême droite en bas du panel, vous allez voir que l'Afrique de l'Est, on a des taux élevés de 23% sur les 4 semaines de nouveaux cas de COVID-19. Et ce qu'on observe également, il y a une baisse en Afrique centrale, dans la région d'Afrique centrale. C'est la région pour laquelle on a observé des baisses en taux, des nouveaux cas de COVID-19 et également en Afrique de l'Ouest. Bon,
Sur les cas de distribution par million d'habitants, on n'a pas d'informations sur 3 pays, le Cameroun, également la Tanzanie. On a 25 pays avec moins de 5 cas par million d'habitants par jour, 19 pays avec 5 à 50 cas, 4 pays avec plus de 50 à 100 cas par million d'habitants par jour, et 4 autres pays avec plus de 100 cas. Mais ce qu'il faudrait répertorier et qu'il faudrait essayer de résumer ici, on a 11 pays qui représentent plus de 20% des États membres de l'Union africaine à qui on a observé un taux élevé sur les 4 semaines dont j'ai dû mentionner, du 1er mars au 28 mars. Ce qui est également important, les variantes de COVID-19 qui ont un impact sur le déploiement des vaccins. On a les 3 variantes qui ont été répertoriées sur le continent. Et vous avez ça sur la cartographie d'Afrique également là. Et ce qui est important de pouvoir mentionner ici, c'est que l'Union africaine, en collaboration avec l'OMS, ont établi des pôles de génotypage où des échantillons sont transférés pour une évaluation et un monitoring sur la base des échantillons qui ont été séquencés. Bon, bref, en termes de létalité, également, là, on observe 3 pays qui ont un taux de létalité au-dessus de la moyenne continentale et également sur le plan mondial. On a, vous pouvez le voir là, le Soudan, l'Égypte également, qui ont été très élevés. 23 pays sont dans la marge de 2,2%, 10 pays ont moins de 1% de taux de létalité et 18 pays entre 2,2 à 5%. Le dépistage, nous avons jusqu'à présent pu dépister plus de 39 millions de tests ont été déployés sur le continent et avec un ratio de 9,5 et un taux de positivité de 10,6%. Les positivités également, lorsqu'on essaie de les grouper par pays, vous avez 6 États membres avec moins de 2%, 17 États membres entre 2 et 7%, 4 États membres au-dessus de, entre 7 et 10% et 15 États membres au-dessus du taux de positivité à l'échelle continentale. Voilà ce qu'on a pu, que j'ai pu prévoir pour vous. Alors, on va parler de la stratégie de vaccin dans un instant. Je vous remercie pour cette présentation. C'était clair et ça nous donne en effet une photo à date de la situation sur le continent. J'aimerais qu'on donne la parole à Glenda Gray. Glenda Gray, je rappelle que vous présidez le Conseil sud-africain de la recherche médicale. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché, hein, je pense, on peut le dire comme ça, du continent africain. Où en est la pandémie aujourd'hui dans votre pays? Sorry, I don't understand French. Excusez-moi, je ne parle pas français. Pas de problème. Est-ce que vous avez je crois que vous voulez parler des vaccins. Normalement, vous devez avoir une traduction. And in any case, can you translate for me? Yeah, Prof. It seems like we have an interpretation. If you look at oui, il y a des interprètes. Il suffit d'appuyer sur la petite icône planète et vous pouvez choisir l'anglais. Donc, la question concerne la situation en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Excusez-moi, je n'avais pas compris comment avoir accès à l'interprétation, mais comme vous le savez, l'Afrique du Sud porte un peu le fardeau de la COVID-19 en Afrique. Nous avons mis en place un système renforcé de tests, mais c'est vrai que nous avons été très affectés par la COVID-19 avec plus de 1,5 million de cas et un taux de létalité de 150 000 personnes. En fait, nous pensons même que le bilan est 3 fois supérieur aux chiffres officiels.
Et bien sûr, nous avons procédé à des campagnes de dépistage. Nous avons été confrontés à 2 vagues déjà et une 3e arrive. Nous avons rapidement investi dans l'épidémiologie. Nous avons mis en place un réseau pour examiner l'évolution du virus en Afrique du Sud. Et c'est pour cette raison que très rapidement, nous sommes parvenus à déterminer que nous étions confrontés à un nouveau variant en Afrique du Sud. Et en fait, c'est le variant qui circule le plus en Afrique du Sud. Nous étions très préoccupés par la question de l'efficacité des vaccins sur le nouveau variant et certains de nos travaux in vitro ont montré que pour certains vaccins, il n'y avait pas d'effet en termes de neutralisation, pas d'effet suffisant. Donc les capacités de certains vaccins étaient limitées et nous avons procédé à une étude en Afrique du Sud sur l'AstraZeneca qui a montré que celui-ci n'était pas aussi efficace. En tout cas, comme vous le savez, nous avions déjà commandé des doses du vaccin AstraZeneca et nous avons ensuite constaté le manque d'efficacité de ce vaccin. Nous étions engagés dans la phase 3 d'un essai clinique pour le vaccin Johnson & Johnson et nous avons eu la chance de pouvoir utiliser les données concernant ces essais. Donc, nous savions que le vaccin Johnson & Johnson était efficace sur le variant très présent en Afrique du Sud. Jusqu'ici, nous avons déjà distribué 250 000 doses du vaccin Johnson & Johnson en Afrique du Sud et nous allons, d'ici la fin du mois d'avril, pouvoir distribuer jusqu'à 500 000 doses de ce même vaccin. Ce vaccin qui est administré en une fois et nous espérons pouvoir aussi déployer le vaccin Pfizer. Parce que le vaccin Pfizer, lui, fonctionne bien sur le variant anglais, sur le variant sud-africain, pardon. Yeah, so we have the variant in South Africa that has impacted. Oui, comme vous le savez, le vaccin Johnson & Johnson donc, a été évalué sur le nouveau variant. Nous avions des données qui montraient l'efficacité du vaccin Johnson & Johnson. Et s'agissant des cas graves, eh bien, en fait, l'étude sud-africaine a permis de fournir des informations à d'autres et c'est grâce à l'étude menée en Afrique du Sud que le vaccin Johnson & Johnson a pu être déployé dans d'autres régions. Ok, merci beaucoup pour cette photo de la situation en Afrique du Sud. Avant de donner la parole aux autres intervenants, Nikes Dambi, est-ce qu'on peut faire un point sur où en est la campagne de vaccination en Afrique? Okay, if you're asking me a question, I'm still trying to figure out how to do the translation. Je ne sais pas si vous me posez une question. Je ne sais toujours pas No, comment. I don't ask question to you. I ask question to Nikes Dambi. Ce n'est pas une question pour vous. I can hear you in English. C'est compliqué parfois. Ah voilà, nous voilà revenus avec Nikes Dambi au slide. Bon, également, comme je disais là, c'est plus facile pour tous les panélistes de pouvoir avoir un aperçu lorsque on a peut-être des diapositives là.
Bon, mais là, c'est clair, lorsque vous voyez la carte d'Afrique, on a encore des zones où on n'a pas pu, où il n'y a pas eu un déploiement des vaccins sur le continent. C'est pas aussi avancé comme des autres pays. En fait, vous le voyez bien, un zoom sur l'Afrique, là, il y a quelques pays qui ont reçu les premières tranches de vaccins du programme COVAX. Donc, mais ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que à l'échelle continentale, on prévoit vacciner 60% de la population. Donc, et ce n'est pas tellement ambitieux parce que lorsqu'on voit les États-Unis, c'est à 80%, la Chine, entre 70 et 80% avant la fin de 2022 et l'Italie, 80%. Là, notre cible, c'est à 60%, minimum 60%. Bon, deux choses. Les vaccins, il faut avoir accès aux vaccins. Un deuxième point, c'est justement le programme de vaccination, puis le déploiement de ces vaccins. Et également, ça n'avance pas aussi comme on aurait dû espérer. Certains pays ont reçu au moins 3 000 doses. Je prends le cas du Nigeria. Ils n'ont vacciné que près, on peut le dire, peut-être 20% de la population après 4 semaines. Donc, ça, c'est le même scénario sur l'ensemble des pays. Ce qu'on suggère au niveau du CDC Afrique, de l'Union africaine, c'est pouvoir installer des méga centres de vaccination et également financés entièrement par des fonds de l'Union africaine, également par l'Union européenne. Vous avez eu information qu'il y a eu des fonds qui ont été déployés dans ce sens-là et également d'autres partenariats pour le déploiement des vaccins, incluant également la Banque mondiale. Le CDC Afrique également a une plateforme où vous pouvez avoir des informations sur l'état d'avancement du déploiement des vaccins, également combien d'individus ont été vaccinés par pays sur la base des vaccins qui ont été déployés. Qu'est-ce qu'on a sur le plan prévu sur le plan COVAX? COVAX, en fait, en mai, avant la fin de mai, au moins au 31 mai, il est prévu que 75 millions de doses d'AstraZeneca devaient être déployées sur le continent et environ 300 000 doses du vaccin Pfizer. Vous êtes... juste rappeler ce que c'est que COVAX. Je me permets de faire cette petite parenthèse. Voilà, COVAX, c'est un programme supporté par l'OMS, l'UNICEF et également CEPI, qui c'est un partenariat, et financé par des donneurs. Et également, ces vaccins sont offerts sans coût, ça c'est gratuit, et c'est déployé pour des pays éligibles, les pays, ce qu'ils appellent low middle income country. Les pays en voie de développement. Ça, c'est le programme qui finance justement ces vaccins. Mais également là, la cible, c'est 20% de la population, vacciner 20% de la population. Ce que nous avons vu, c'est que si on vaccine seulement 20% de la population africaine, on aura affaire à cette pandémie vous avez vu des vagues que j'ai dû présenter tout au long de ma première présentation. Si on ne parvient pas à vacciner au moins 60%, on aura affaire à cette vague successive au cours du temps et ça aura des impacts sur notre économie. Il faudra faire également affaire avec, vous avez vu, les fermetures des écoles, les fermetures des frontières et on voudrait vraiment éviter cela en vaccinant au moins 60% de la population africaine. Bon, maintenant, là, si on... Voilà, allez-y. Je disais, vous avez aussi le vaccin chinois, le vaccin russe. D'accord, je voulais justement en venir là, et également pour pouvoir atteindre cet objectif, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait avoir accès aux vaccins, il faudrait accès au financement. Sur le plan des financements, l'Union africaine, ce qu'on a fait, on a pu mobiliser 2 milliards de dollars via un mécanisme de financement de l'Union africaine, Afreximbank, et également via ce mécanisme, on a pu avoir au moins, à sécuriser au moins 300 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson, et ce qui nous permettra justement de vacciner au moins la moitié de la population adulte sur le continent. Bon, pour revenir à votre question sur des vaccins chinois, Sinovac, Sinopharm
et Sputnik. Vous voyez sur cette diapo, il y a 25 pays qui ont pu avoir des vaccins, accès aux vaccins via le programme COVAX, OMS, UNICEF et CEPI. Mais également, cette quantité, cette allocation de vaccins ne permettra pas d'atteindre notre objectif. C'est pour ça que vous avez vu dans l'initiative de l'Union africaine, AVAT, permettra pour des pays comme le Gabon, qui n'ont pas accès au programme COVAX, puisqu'ils ne sont pas classifiés dans les pays en voie de développement sur le plan de la classification de la Banque mondiale. Maintenant, il y a également des initiatives des États membres. Environ, s'il faut être plus précis, 13 pays ont pu avoir accès à des vaccins via des initiatives sur le plan bilatéral avec la Chine et également avec l'Union soviétique. Donc, il y a 17 pays qui ont déjà pu avoir accès à des vaccins pour avoir un taux de couverture de 30 à 60%. Et vous voyez des pays comme le Zimbabwe, l'île Maurice, la Libye, mais également, vous allez voir qu'il y a un système hybride là, entre le programme COVAX, le programme de l'Union africaine et les initiatives sur le plan bilatéral pour pouvoir atteindre cette cible de 60%. Mais ce qui est bien à signaler et à retenir, c'est qu'il y a 8 pays qui ont déjà au moins acquis plus de 60% des vaccins pour pouvoir assurer la couverture de 60% de la population, ce qui inclut déjà au sommet l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Lesotho, la Gambie, la Zambie et le Nigeria. Et même le Nigeria, malgré sa population extrêmement nombreuse. Voilà, puisqu'ils ont pu taper dans le système de l'Union africaine, ils ont au moins 24 millions de doses sur notre plateforme, également sur le programme COVAX, et s'ils parviennent à obtenir toute leur tranche de vaccins qui est prévue, les 20%, ils vont essentiellement, c'est des pays qui font extrêmement bien sur ce plan-là, ils sont très actifs, ils mobilisent des ressources sur le plan privé. Il y a des initiatives privées qui vont financer plus de 24 millions de doses de vaccins pour le Nigeria, par exemple. Donc, ils essaient de taper sur toutes les sources de vaccins pour pouvoir assurer leur demande et atteindre la cible qui a été qui est à 60%. Bon, bref, je vais vous laisser avec cette diapo. Vous voyez la distribution des vaccins AstraZeneca dans 21 pays, AstraZeneca Sinopharm dans 6 pays, et le Rwanda est le seul pays qui parvient à acquérir 3 types de vaccins simultanément, AstraZeneca, Moderna et Pfizer-BioNTech. Voilà ce que je peux vous dire. Et également avec les Seychelles, ils ont pu déjà vacciner plus de 60% de leur population. Le Maroc également fait très bien en matière, ils ont au moins 6 millions de leur population déjà vaccinée. Bon, ce que je peux retenir, ce qu'on peut retenir ici, c'est que des pays africains essaient de faire des efforts substantiels au-delà des cotations, des dons qui ont été offerts par le programme COVAX, de pouvoir mobiliser des ressources financières pour avoir accès aux vaccins, ce qui n'est pas très facile à cette période où tous les États, incluant également l'Europe, les États-Unis, essaient de compétir pour les mêmes sources de vaccins. Et de deux, le professeur Glenda a déjà mentionné, et il y a également l'effet de ces nouvelles souches variantes sur l'efficacité de ces vaccins qu'il faudrait essayer d'avoir un système de monitoring dans des pays comme l'Afrique du Sud. C'est là où ils ont pu avoir à nous alerter, le continent, sur l'effet des souches de nouvelles variantes sur le vaccin AstraZeneca. Donc voilà, je vais juste vous laisser avec ça. Merci et puis à vous. Merci, c'était un exposé très clair. J'aimerais voir comment c'est vécu, parce que là, on était sur une échelle continentale. Donc, au niveau des pays, par exemple, Noël Tordo, au niveau de la Guinée, comment vous réagissez à ce qui vient d'être présenté? Vous voyez, il y a encore une slide qui est présentée. Vous voyez que la Guinée, elle a une couleur un peu différente. On va enlever là. Non, elle a encore une couleur différente. Vous voyez, elle a une couleur orangée, la Guinée, là. Hein. C'est la seule qui a une couleur un peu atypique. En Guinée, avec Sputnik et Sinopharm. Non, voilà, en Guinée, ça s'est passé que en fait, la Guinée a commencé l'initiative COVAX, à rentrer dans les documents qui devaient amener à l'initiative COVAX dès la fin mai. Et en fait, comme dès la fin mai 2020, hein, ou non, pardon, du côté d'août,
Et en fait, comme l'a mentionné le précédent intervenant, le COVAX ne pourra arriver ici, enfin l'initiative COVAX ne pourra arriver ici que fin mai. D'ailleurs, ça me permet de poser une question au précédent interlocuteur qui parlait de 60%, comme si 60% étaient déjà vaccinés. En fait, c'est 60% qui sont ciblés, j'imagine, hein, mais il me détrompera si jamais c'est faux. Donc la Guinée a essayé de faire ça, a été sur COVAX, et finalement, on s'aperçoit qu'après avoir fait beaucoup d'efforts, eh bien, c'est le bilatéral qui a le mieux fonctionné. Et en fait, les premiers vaccins à être arrivés ont été des vaccins Sputnik, les vaccins russes. Il y a eu 20 000 doses qui ont été données il y a bien 2 mois de ça, ou 1 mois et demi de ça. Il y a eu 100 000 doses de Sinopharm qui ont été données aussi. Donc, c'est vraiment des choses qui sont déjà là et qui ont commencé à vacciner la population. On a aussi eu un don de l'Union africaine, donc c'était mentionné juste avant, pour l'instant de 69 000 doses d'AstraZeneca, mais effectivement 2,6 millions de doses sont prévues, à la fois du Pfizer, de l'AstraZeneca et du Johnson & Johnson de la part de l'Union africaine. Et COVAX, pour le moment, promet pour la fin mai 860 000 doses. Donc ça va faire de l'ordre de 4 ou 5 millions de doses, je n'ai pas fait le calcul. Mais juste pour vous dire que les initiatives génériques sont parties, COVAX, etc., et finalement, elles arrivent un peu plus tard. Hein, et finalement, c'est les initiatives bilatérales qui ont été les plus efficaces et les plus rapides, de celles qui sont arrivées ici, en Guinée au moins. Et c'est une situation qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Europe, où il y avait des commandes, et puis ensuite, on s'est aperçu que les commandes fonctionnaient plus parfois en bilatéral qu'en générique. Voilà, on est un peu dans la même voie. Monsieur Nambi, je vais vous demander si c'est possible de quitter votre partage d'écran pour qu'on le retrouve, voilà, formidable, même si c'était une slide très intéressante. Madame Kodiasso, je crois que vous vouliez parler des initiatives, des exemples de dispositifs communautaires au Sénégal. Oui, je pense que pour le Sénégal, je crois que ça n'a pas été mentionné, mais comme pour la Guinée, là aussi, ce sont les initiatives bilatérales qui ont été les premières, avec le vaccin Sinopharm, le vaccin chinois qui est arrivé le premier avec 200 000 doses et qui a servi un peu d'exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que la population était un peu assez réticente. Nous avions fait des études dans le cadre des programmes de recherche, notamment avec Ariakov et un programme de l'IRD et de l'AFD. Et nous avions analysé un peu l'adhésion des populations. Et ce que nous avions vu, c'était que la plupart des personnes, plus de 60% des personnes, n'adhéraient pas au vaccin et 15% d'entre elles avaient dit qu'elles refusaient de se vacciner. Et le gouvernement a mis en place un programme de communication extrêmement serré autour du vaccin en mettant en avant la vaccination du chef de l'État, du ministre de la Santé et des leaders communautaires. Et la population ayant eu l'expérience de plus en plus du vécu du Covid-19 avec le décès de certains leaders. Donc, l'adhésion a augmenté et les premières doses de Sinopharm ont été épuisées en l'espace de quelques jours, si ce n'est en tout cas de 2 ou 3 semaines. Et là, cette adhésion, une grande attente, et ensuite les vaccins de 25 000 doses de l'initiative COVAX d'AstraZeneca sont venus. Et pendant qu'il y avait, parce qu'il faut savoir que les premiers qui étaient ciblés, c'était d'abord les personnes âgées et les professionnels de santé. Et pendant cette phase-là, il y a eu les difficultés de l'AstraZeneca en France, notamment en Europe, notamment l'arrêt de la vaccination suite à des effets secondaires qui ont été rapportés. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu là aussi, je dirais, une seconde phase de défiance et d'hésitation, mais in fine, qui a fait qu'avec beaucoup de communication, une partie, il y a un certain clivage, il y a toujours des gens qui disent non, et une partie d'entre eux qui disent oui, notamment
les personnes âgées ou celles souffrant de comorbidité. Donc là, actuellement, on est en train de passer à une autre phase qui est plus généralisée et qui permet à des personnes beaucoup plus jeunes de pouvoir se vacciner. Voilà. Glenda Gray, je crois que vous vouliez revenir sur le Nigeria, parce que c'est vrai que c'était assez surprenant tout à l'heure ce que disait Nikes Dembi. Yeah, I'm a bit confused. You know, when I'm looking at the vaccine. Oui, en fait, là, j'ai regardé. Peut-être que vous pourriez encore afficher en fait les données parce que moi, je n'ai pas les mêmes. Est-ce que vous pouvez réafficher peut-être à l'écran cette slide? Nikai, ça a montré 60% de vaccination. C'était 2 slides avant, je crois. C'est là, c'est là. On voit qu'il y a une couverture de 60%. Mais au Lesotho, il y a 10 000 doses de vaccins. Donc, en fait, là, on voit qu'au Nigeria, il y a 60% de la population qui est couverte. Mais si je regarde les données que j'ai moi, au Nigeria, il y a 277 000 vaccins, en fait, qui ont été recensés. Donc, en fait, est-ce que c'était une aspiration? Et où il y a déjà eu 60% de vaccination dans votre pays, en fait? Est-ce que je peux expliquer ça, s'il vous plaît? Oui, je peux prendre la parole? Oui. Yeah. Yeah, I think oui, en fait, je crois que Monsieur Tordo en parlait aussi. Là, ça concerne l'acquisition des vaccins, la mobilisation des ressources permettant d'acquérir des vaccins qui permettraient de vacciner au moins 60% de la population. Mais en fait, je crois qu'il faut être prudent sur la manière dont vous présentez ces données dans ce cas-là, parce que là, est-ce qu'il s'agit de 60% en un an ou dans les 6 mois à venir? D'ici 2022, en fait, les 25% restants d'ici 2022. Mais je crois que c'est vraiment important, en fait. Je crois qu'il faut vraiment bien présenter les choses, car ce qui avait été dit, selon moi, n'était pas clair. Mais peut-être que c'est lié aussi à l'interprétation. Eh bien, je crois qu'en fait, si vous voyez ce qui est écrit, il y a écrit « Status of Vaccine Acquisition ». Et donc, à la date d'hier, 500 000 doses ont été acquises au Nigeria. Mais pour ce qui est des ressources mobilisées pour acquérir les vaccins, eh bien, les vaccins acquis devraient permettre de vacciner 60% de la population. Mais à la vitesse à laquelle ceux-ci sont administrés, donc 500 000 vaccins ont été utilisés jusqu'ici au Nigeria. Et d'ici 2022, si toutes les doses acquises par le Nigeria sont utilisées, en tout cas, le Nigeria a ces vaccins par rapport à d'autres pays, en fait, d'autres pays que j'ai évoqués plus tôt dans ma présentation. Là, vous voyez l'Afrique du Sud, là, vous voyez l'Algérie. Eh bien, pour ce qui est de l'Algérie, il n'y a pas eu suffisamment de ressources mobilisées pour obtenir suffisamment de vaccins pour pouvoir l'inoculer à 60% de la population. C'est les données que nous avons pour l'instant concernant le dispositif COVAX, notamment. Et vous voyez aussi en jaune ce qui est en bilatéral et en rouge ce qui vient de la BAT AMSP. Donc, il est possible que d'autres pays comme l'Érythrée ou d'autres pays n'acquièrent pas du tout ces vaccins. Et un certain nombre de pays essayent d'utiliser le mécanisme COVAX. Ce n'est pas encore, tout le monde n'y a pas encore adhéré, mais voilà pour l'instant les ressources, les données que nous avons pour l'instant concernant l'acquisition des vaccins. Donc en fait, en résumé, ce que vous voyez,
cela concerne l'acquisition des vaccins, pas la vaccination. Il y a des campagnes de déploiement des vaccins, des campagnes de vaccination. Et au Nigeria, comme je l'ai dit, il y a eu 500 000 vaccinations jusqu'ici. Voilà, j'espère que j'ai été plus claire. Cela ne concerne pas la vaccination, mais l'acquisition des vaccins. Je vous remercie, j'espère que j'étais plus claire. Je pense que oui, c'est plus clair. Oui, peut-être qu'il faudrait écrire pourcentage de la population qui pourrait être vaccinée d'ici 2022. En fait, je crois que cette présentation ne reflète pas suffisamment justement la situation et je crois que c'est vraiment important de le souligner. Je crois qu'il faut vraiment souligner qu'on n'a pas encore suffisamment fait en Afrique pour l'instant. Alors justement, j'avais une question, Glenda Gray, pour vous, parce que l'Afrique du Sud se bat depuis plusieurs mois aux côtés de l'Inde pour ouvrir une brèche à l'Organisation mondiale du commerce en plaidant pour une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et sur les autres produits médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie. Ça pourrait permettre à beaucoup de pays africains d'accéder plus facilement, évidemment, aux vaccins et aux traitements. Est-ce que vous suivez cette bataille et est-ce que vous savez où elle en est? Alors, pour ce qui est de l'accès aux vaccins, l'Afrique du Sud, en raison de notre variant, n'est-ce pas, n'a pas pu utiliser l'AstraZeneca. Et nous avons dû nous tourner vers le vaccin Pfizer ou Johnson & Johnson. Donc, bien sûr, pour l'Europe ou l'Inde, il y a des questions liées au mouvement des vaccins au niveau mondial. Et je crois que vous le savez, désormais, l'Afrique du Sud a commencé à utiliser donc le vaccin Johnson & Johnson et à le produire dans une usine au Cap. Et donc, nous espérons que cela permettra de déployer ces vaccins en Afrique. Et nous espérons pouvoir faire un approvisionnement de plus de 400 000 doses en Afrique. 400 millions de doses, excusez-moi. Pour ce qui est de ces questions au niveau du continent ou au niveau des pays, nous n'avons pas pu avoir accès à certaines choses, notamment pour ce qui est de l'oxygène et du dexaméthasone et des équipements qui ont été utilisés ailleurs dans le monde. Et nous n'avons pu utiliser l'oxygène et la dexaméthasone que dans certains traitements et nous réfléchissons toujours à la manière dont nous pouvons examiner au mieux la question des anticorps également. D'accord. Lucien Manga, comment est-ce que ça se passe, la campagne de vaccination au Congo? Bon, merci beaucoup. Déjà, je pense que la discussion qui est en train d'avoir lieu sur la mobilisation autour de la vaccination est très intéressante. Ce que je voudrais d'abord dire en premier lieu, c'est qu'il faut distinguer deux processus. Il y a les mécanismes de solidarité internationale qui, d'une part, visent, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'initiative COVAX et celle de l'Union africaine et d'autres encore, notamment chez les privés. Ces mécanismes de solidarité permettent d'apporter un certain niveau d'équité dans l'accès au vaccin pour l'ensemble de la population. Parce que l'enjeu ici n'est pas tellement de faire en sorte que tout le monde soit vacciné, mais c'est qu'il y ait un accès équitable à la vaccination. Et c'est le but même de ces mécanismes. Et donc, ces initiatives permettent à ces pays-là qui ont soit peu de ressources, soit peu d'accès au marché international, de pouvoir disposer, avec un minimum d'efforts, d'un minimum de doses de vaccins pour vacciner notamment les groupes les plus prioritaires. C'est la raison pour laquelle
on cible en réalité 20% dans l'initiative COVAX, mais les premières doses qui arrivent tournent autour de 1, de 3%, parce que naturellement, il faut faire avec les tensions sur la production des vaccins au niveau international. À côté de ces mécanismes de solidarité internationale, il y a les mécanismes propres à chaque pays. C'est pourquoi je pense qu'au niveau du Congo, on a un plan, oui, qui correspond à l'ambition de la vaccination de 60% de la population congolaise. Le plan a été très bien élaboré, des groupes cibles prioritaires, etc. Le Congo n'a pas encore eu sa livraison, sa première livraison de AstraZeneca provenant du mécanisme COVAX. L'allocation initiale était de 420 000 doses. Finalement, on en recevra pour la première 320 000 doses. Nous les attendons, mais qu'à cela ne tienne, le pays a reçu de la Chine un don de 124 000 doses de vaccins Sinopharm. La vaccination a commencé et le pays a acquis sur fonds propres, je crois, 10 000 doses de Sputnik. Mais ce que je voudrais préciser ici, c'est que le gouvernement a ambition d'acquérir sur ses fonds propres la différence qu'il ne pourrait pas obtenir à travers ces mécanismes de solidarité internationale. Mais bien naturellement, on fait face aussi, il n'y a pas que la disponibilité des vaccins, mais il faut encore que les gens soient sensibilisés parce qu'il y a quand même une forme de résistance à la vaccination qui est un problème général et contre lequel nous sommes en train de lutter. Mais l'espoir, effectivement, est que nous voyons le nombre de personnes qui se présentent à la vaccination augmenter dans les jours qui viennent. Borna Nyauke, au Kenya, comment se passe la vaccination? Thank you. And Merci. Alors, j'adore la direction que prend cette discussion parce qu'en fait, c'est pour cette raison que nous menons des essais cliniques anti-CoV. En fait, on examine aussi le processus de vaccination. Je crois qu'il y a eu 1,1 million de doses AstraZeneca par COVAX, en fait, qui sont arrivées chez nous. Et nous avons réussi à obtenir le Sputnik 5 par un mécanisme privé, je crois, à hauteur d'environ 50 000 doses. Et 130 000 personnes ont été vaccinées au Kenya. Donc, je dirais en moyenne 6 000 vaccinations par jour. Et donc, vous pourrez constater que si nous continuons ainsi, eh bien, cela n'aura pas lieu aussi rapidement que nous le souhaiterions. Nous avons parlé auparavant du manque d'acceptation de la population, du rôle des communautés. Vous savez qu'il y a eu des problèmes de stockage également. Et il y a, selon nous aussi, un certain nationalisme qui peut être associé à cette question des vaccins. Et je crois que nous devons tenir compte de tous ces éléments pour ne pas nous satisfaire de la situation actuelle simplement parce qu'il commence à y avoir des vaccins. En fait, il y a certains contextes où il y a des ressources très faibles et je pense que c'est pour cette raison que nous devons réfléchir à des traitements et non pas uniquement nous concentrer sur cette question des vaccins. Au Kenya, il n'y avait qu'environ 260 respirateurs à la fin de l'année dernière. Donc, les vagues continuent de nous frapper et nous n'atteindrons pas la couverture de vaccination espérée dans certaines régions. Et selon nous, nous devons faire en sorte de trouver des alternatives, d'autres possibilités, y compris des traitements pour les patients touchés. Et nous avons constaté en Afrique qu'il y a eu vraiment beaucoup de cas de forme légère et modérée, mais il y a aussi eu des cas plus graves et nous devons nous assurer de ne pas submerger nos infrastructures de santé d'ici à ce que nous obtenions la couverture de vaccination espérée. Merci. Alors, ce qui est certain, c'est que si le virus n'est pas vaincu en Afrique, eh bien, c'est le monde entier qui sera en danger. Alors, comment est-ce que vous voyez les mois à venir, les uns les autres? Est-ce qu'il y a des priorités à hiérarchiser, Noël Tordo?
Voilà, pardon. Non, c'est bon. Oui, oui, probablement, il y a des priorités. Il y a déjà des choses qui sont parties. Là, j'entendais plusieurs choses. Je vais revenir un peu sur... J'entends le mot solidarité. Alors, solidarité internationale, qui peut être plus ou moins intéressée, quoi. On a eu aussi de la politique sanitaire et de la politique vaccinale. Ici, dans les bilatéraux, il y a un petit peu de ça. De la géopolitique, oui. De la géopolitique. Et donc, par exemple, on parle des vaccins, mais avant les vaccins, à un moment en Guinée, on a été, et je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, on a été bloqué pour avoir des kits, et c'est grâce à des interactions ou des généreux donateurs, entre guillemets, mais ils sont quand même généreux, ils ont quand même donné. Chinois, on a réussi à obtenir, par Alibaba, par différentes compagnies, on a réussi à obtenir de quoi faire du diagnostic. Donc, il faut pas. Il y a une question au passage, c'est est-ce que les vaccins chinois et russes ont des effets secondaires? C'est une question qui arrive là. On parlera peut-être des effets secondaires après. Des effets secondaires, il y en a à peu près sur tous les vaccins, plus ou moins marqués. Donc, on va pas, je ne vais pas attaquer les. Alors, ne dévions pas, ne dévions pas. Plus tard, éventuellement, si vous voulez. Donc voilà. Et je disais, je veux dire que la solidarité, elle s'est aussi exprimée par un certain nombre de bailleurs, qui sont des bailleurs nationaux. Alors, j'ai parlé des bailleurs français que je connais, mais par exemple, l'AFD a donné de l'argent pour pouvoir acheter des kits à un moment, et a aussi, et ça vient à ce que vous m'avez demandé, a aussi commencé à mettre en place des programmes de recherche. Donc, il y a par exemple 2 programmes de recherche que je connais. Il y en a un qui a été mentionné tout à l'heure, qui est le programme Aryakov, qui a été donné à l'IRD, qui est piloté par l'IRD sur plusieurs pays. À l'Institut Pasteur, nous avons un autre programme qui s'appelle RIPER. Et donc, ce programme consiste à regarder comment, en gros pour RIPER, je vais parler de RIPER, consiste à regarder comment la population africaine globalement s'en est sortie de cette épidémie-là, comment la réponse immune qui a été montée dans la population s'est faite. Est-ce qu'on a eu des réinfections? Est-ce qu'elle est plus solide? Est-ce qu'elle est moins solide? Et tout ça, ça amène à des sujets de recherche, bien entendu, mais qui vont amener de la nouveauté. Vous savez bien, à l'Institut Pasteur, on est des chercheurs, et donc à un moment ou à un autre, on essaye toujours de penser après, de qu'est-ce qui nous est arrivé avant peut nous amener en compréhension pour l'après. Et il y a des études assez intéressantes qui ont commencé à être mises en place sur l'infection de la population durant la première vague. Est-ce qu'une personne qui est infectée peut se réinfecter? Et oui, évidemment qu'une personne qui a été infectée peut se réinfecter, mais ce n'est pas nouveau. On connaît ça un petit peu pour la grippe, par exemple. On sait qu'il faut se vacciner tous les ans. Et on est en train d'apprendre des choses en analysant ce qui s'est passé, qui nous permettront peut-être d'être un peu plus efficaces la prochaine fois. Je reciterai une fois de plus l'exemple d'Ebola. Ebola a été mieux réglé cette fois-ci parce qu'on a développé des vaccins en temps de paix la fois d'avant. Et c'est pour cette raison-là, parce qu'on a des vaccins contre Ebola, que Ebola a évité de se répandre un peu partout, comme ça avait été le premier cas. Donc on apprend toujours. On apprend toujours. Et je pense que là, je cite des projets de recherche que je connais. Il y en a probablement d'autres. Il y a beaucoup à faire aussi au niveau de la recherche qui a été un petit peu négligée par moment en anthropologie. Comment dans des communautés qui sont différentes, et tout à l'heure on parlait aussi de gens qui utilisaient différents types, non seulement des médicaments qui sont des médicaments à l'occidental, même si c'est du repositionnement de médicaments, mais des médicaments occidentaux. Puis il y a aussi un certain nombre de médicaments qui proviennent de la forêt, qui proviennent des arbres, etc. Et donc là, ça nous met directement en contact avec les communautés. On ne peut pas être en Afrique sans parler des communautés. On ne peut pas faire ça tout seul, ce n'est pas possible. Et ça, il y a beaucoup de recherches en anthropologie, en relation entre développement, je dirais, occidental et de la recherche, et comment on l'applique en translation, ce qu'on appelle le translational, comment on arrive à donner les choses, qui va être très, très important. Et des axes de recherche sont partis là-dessus. Donc, je trouve que c'est très, très positif, ça. Koudiasso, quelles sont pour vous les perspectives dans les mois à venir? Comment est-ce que vous voyez les mois à venir? Et avec votre œil de socio-anthropologue, est-ce que vous craignez, par exemple, qu'il y ait un peu un ras-le-bol des populations, notamment pour des raisons économiques, et qu'il y ait peut-être des émeutes comme il y en a déjà eu au Sénégal? Alors, c'était pour des questions politiques, mais c'était révélateur quand même d'une situation sociale très tendue. Je pense qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que s'il y a une troisième vague, les mesures qui ont été prises
Et je pense que c'est probablement qu'on va avoir une troisième vague. En tout cas, les mesures qui ont été prises auront du mal à continuer à être prises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vaccination, elle est, à mon sens, elle est importante. Il faut qu'on puisse au maximum vacciner les personnes. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, je crois qu'en termes de santé publique, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans une phase de transition démographique qui fait qu'on a de plus en plus de personnes qui sont atteintes des affections cardiovasculaires, des cancers, etc. Et tels que, par exemple, on a une bonne partie, plus de 30 à 40% de la population qui a plus de 60 ans, qui est hypertendue, on a des taux de diabète qui augmentent de plus en plus. Donc pour moi, cette épidémie doit être aussi l'opportunité de regarder aussi ce qui se passe sur la prévention des maladies chroniques, sur leur prise en charge, parce que le plateau technique pour prendre ces maladies chroniques doit être adapté. Bref, également d'autres approches qu'il faut continuer à avoir, c'est vraiment le renforcement de cette approche communautaire, parce que on le sait, on est dans un cycle d'épidémie émergente et on ne pourra pas continuer à agir au coup par coup comme ça sur les épidémies. Donc, in fine, aussi l'approche de renforcement du système de santé, elle est indispensable. Quel que soit ce qu'on peut faire sur cette épidémie-là, après, on doit se poser la question: comment faire pour renforcer le système de santé de façon structurelle et bien sûr accompagné par de la recherche. C'est clair qu'aujourd'hui, les recherches opérationnelles sont là pour orienter, pour accompagner, et les recherches en sciences sociales font partie de ces recherches interdisciplinaires qui peuvent vraiment orienter des réponses. Et je terminerai sur le fait que, par exemple, nous, dans le cadre du Sénégal, toutes les recherches que nous avons faites sur les vaccins ont fait l'objet de notes qui ont été transmises immédiatement aux autorités en même temps que la recherche, alors que les articles ne sont pas écrits, mais les notes des résultats de nos recherches ont été transmises aux autorités et qui les ont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre, notamment de la politique de vaccination, en utilisant le résultat de nos recherches. Donc, c'est vraiment cet axe collaboratif de recherche opérationnelle intégrant la science sociale qui, à mon sens, peuvent faire évoluer les choses. Glenda Gray, quelles sont les perspectives pour vous, pour les mois à venir, sur le front, j'ai envie de dire, en Afrique du Sud? Alors, je crois que nous voulons garantir de pouvoir accélérer les programmes de vaccination. Nous espérons pouvoir vacciner les millions de Sud-Africains qui en ont besoin. Et nous espérons conclure la phase 1 du programme de vaccination. Donc, la phase 1, c'est vacciner le personnel de santé. D'ici la fin du mois de mai ou début juin, nous pourrons ensuite entrer dans la phase 2. Donc, vacciner tous les travailleurs qui sont en première ligne et les personnes ayant des comorbidités. Pour l'instant, nous avons uniquement vacciné 250 000 soignants en Afrique du Sud et nous espérons pouvoir acquérir des vaccins supplémentaires, des vaccins qui sont adéquats pour notre pays et qui fonctionnent sur notre variant. Je crois en effet que nous devons trouver un vaccin qui est efficace, mais pour ce qui est des traitements, il y a encore beaucoup à faire. Nous utilisons dans le cadre d'un programme un traitement, mais nous devons, comme cela a été dit, avancer en fait dans cette voie pour trouver des traitements également pour faire face à la crise. Et comme je vous l'ai dit aussi, nous avons des problèmes avec le stock d'oxygène. Nous avons un problème avec l'approvisionnement en oxygène. Il y a vraiment un taux de létalité élevé en Afrique du Sud. Et nous sommes sur le point d'entrer dans une troisième vague. Nous sommes aussi inquiets de l'émergence de nouveaux variants et des effets que ces variants pourraient avoir sur l'efficacité des vaccins. Donc, pour nous, il est vraiment essentiel que le programme de vaccination fasse ses preuves et que nous trouvions aussi des traitements. Donc, nous allons essayer de travailler aussi vite que possible
Et nous voulons que le nouveau variant soit pris en compte et nous espérons que le vaccin de Moderna fonctionnera aussi sur notre variant. Il y a aussi un problème avec les infections VIH. Les vaccins évalués jusqu'ici n'ont pas de répercussions ou d'effets sur les infections VIH. Il y a un problème concernant le vaccin Johnson & Johnson pour les personnes infectées par le VIH, les personnes vivant avec le VIH. Donc vraiment, il faut tenir compte de ce problème aussi pour ce qui est de la vaccination COVID-19 et de l'effet des vaccins sur les personnes vivant avec le VIH. Et donc, nous devons vraiment examiner les anticorps, réfléchir vraiment à l'effet de ces vaccins en Afrique du Sud. J'ai fini. Non, merci, c'était très intéressant. Je donne la parole du coup à Borna Niaouké. J'imagine que ce qu'a dit Glenda Grève vous stimule, enfin, vous êtes stimulé, mais il y a une course quand même, en attendant les vaccins, une course au traitement. Exactly. Yeah. Oui, exactement. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'elle vient de dire parce qu'en fait, ça a été dit très justement. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin qui remplacera le besoin en traitement. Nous devons tenir compte de nos contextes et proposer d'autres possibilités. Je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'il y a un élan pour trouver ces vaccins et garantir une couverture rapidement. Mais il y a des problèmes d'acceptation du vaccin, nous l'avons constaté, et en plus, cela va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, le taux de létalité augmente, les hôpitaux sont submergés dans certaines régions du continent. Et ce, parce qu'au début, nous n'avions pas les capacités suffisantes pour pouvoir faire face à ce nombre de cas grandissants. Pour ce qui est de nos perspectives, eh bien, nous pensons avec nos partenaires que nous devons vraiment procéder à davantage d'essais cliniques. Nous devons soutenir la recherche en Afrique car nous avons vraiment besoin de trouver des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Et parfois, quand on s'appuie sur des programmes de recherche qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas forcément adéquat pour nos contextes. Et donc, de notre côté, nous espérons pouvoir obtenir plus de données, pouvoir tester différents traitements. On avait parlé de l'hydroxychloroquine, même s'il y a eu une recommandation forte contre ce traitement. Certains pays l'utilisent toujours. Et dans certains pays, en fait, on constate que différentes structures utilisent différents traitements et nous espérons vraiment qu'avec tous les essais cliniques qui sont en cours, nous allons obtenir davantage de données qui seront utilisées par notre plateforme. Ok, merci beaucoup. Lucien Manga, au Congo, comment est-ce que vous voyez les mois qui s'annoncent, les semaines à venir? Oui, merci. Permettez-moi de parler de façon générale. Cela va s'appliquer au Congo, mais aussi partout. Si les vaccins étaient nécessairement la clé à tous les problèmes, on n'aurait plus de fièvre jaune. Ouais, on continue à avoir des épidémies de fièvre jaune, mais cela fait déjà des décennies qu'on a un vaccin efficace contre la fièvre. Donc, je rappelle qu'il faut une seule dose pour être immunisé à vie. Donc, vous voyez, et ce n'est donc pas par un coup de bâton magique que le coronavirus SARS-CoV-2 disparaîtra de la planète, même si on vaccinait toute la population. Cela va aider. La question est de savoir ce qu'on essaie de faire véritablement. On essaie de limiter la mortalité et peut-être les épisodes les plus sévères face à une infection. On a encore tellement d'incertitudes sur la vaccination. Certes, elle va protéger. Certes, elle est efficace. Elle va protéger contre quel variant? Quel vaccin? Pour quel variant? Pour combien de temps? Je ne veux pas apporter une autre... au contraire, le message est ici
c'est de dire, et mes deux précédents collègues en ont parlé, que les vaccins ne sont qu'un outil extrêmement important dans un dispositif d'un ensemble d'outils qu'il faudra continuer absolument à optimiser, en commençant par les mesures les plus simples. Se laver les mains, porter le masque, observer la distanciation, faire après tout ce qui est possible pour éviter la propagation du virus. Vacciner, mais surtout, et je suis d'accord avec ma collègue Borna là-dessus, c'est que si on arrive finalement à des schémas thérapeutiques qui nous permettent d'éviter les cas sévères, encore faut-il que ces traitements soient disponibles à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, pour la personne qu'il faut, on aura également fait un grand progrès. Donc, la vaccination va certes, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui aux États-Unis qu'on est, la directrice de CDC, pour la cité, disait encore sur une des chaînes des États-Unis qu'elle avait quelque part très peur quand elle regardait l'avenir. Pourtant, c'est le pays au monde aujourd'hui qui est parmi ceux qui vaccinent le plus. Cela veut dire que la vaccination va apporter une importante solution pour freiner la propagation de la pandémie, pour la réduire peut-être, mais ne représentera pas la totalité de la solution. Donc, mon message ici est que nous vivrons encore avec le virus pendant un certain temps. Nous allons certainement progressivement le contrôler, le contenir, mais pour y arriver, il va falloir encore une fois de plus faire appel à une gestion intelligente de cette pandémie qui est l'usage flexible, approprié et adapté de l'ensemble des mesures qui ont prouvé leur efficacité. Alors, Nikes Dembi, je vais terminer avec vous. Finalement, il faut intégrer, comme disait Lucien Manga, ce nouveau virus dans la réalité mondiale, évidemment, et africaine, bien entendu. Non, absolument, absolument. Je suis totalement d'accord avec lui. Sauf que lorsqu'on prend le cas d'Israël, par exemple, et vous allez voir qu'on observe une baisse dans le taux de nouveaux cas en Israël dû à l'impact du vaccin sur la pandémie. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est vrai, il faudrait associer au vaccin, ce n'est pas comme il a dit, la seule solution. Autre méthode biomédicale, si le possible, de prévention, afin de pouvoir contrôler ou limiter la propagation du virus sur notre continent. Mais en fait, ce que je voulais terminer avec, c'est que il faudrait, on doit faire avec ça, on va faire avec cette pandémie pour au moins 2-3 ans, c'est ce qu'on pense ici. Et également, ce n'est pas des phénomènes nouveaux. Il y a des façons récurrentes de nouvelles pandémies. Il faudrait juste s'y préparer. Ce qu'on fait au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, c'est déjà de pouvoir avoir des plateformes de fabrication de vaccins. Ça, c'est ce que je vais vous laisser avec comme information. Il y a déjà des firmes pharmaceutiques sur le continent. Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de booster leur capacité en matière de production de vaccins dans l'optique de la lutte contre des pandémies de cette nature. Je vous remercie. Merci à tous. Écoutez, merci d'avoir participé à cette conférence. Je pense qu'on a abordé pas mal d'enjeux autour de cette riposte africaine face à cette pandémie. Bien sûr qu'on pourrait en parler des heures, parce qu'il y a les variants, il y a les résistances face aux vaccins, il y a comment est-ce que les résistances sociales aussi face à toutes ces recommandations gouvernementales et sanitaires. Mais bon, voilà, c'était une conférence pour faire le point. Je pense qu'on a fait le tour quand même de la question. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci à tous nos intervenants d'avoir joué le jeu de la visioconférence. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.